intéressant quand même. Elle a été chercher le pieu de sa tempe. Elle aurait pu aller chercher une autre arme. Elle a voulu aller chercher quoi ? Une arme qui est féminine, qui symbolise le foyer. Justement pour dire que c'est pas simplement un acte de vengeance tout simplement militaire, c'est pour protéger les maisons du peuple juif. Vous la connaissez, elle s'appelle Joy Galam, elle est conférencière spécialisée dans l'étude biblique. Elle a aidé, guidé des centaines de femmes dans le domaine spirituel. Elle donne des cours, elle est coach, elle s'occupe des couples, elle est intarissable et elle est aussi auteure. Et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui à nos côtés. Elle vient d'écrire un livre juste avant le 7 octobre, En quête de la Eshet Raïl. Et on a l'impression, quand on lit ce roman, parce que c'est un roman, qu'il était, on va dire, un peu prophétique, puisqu'il parle des femmes dans la Bible, des femmes dans le fameux poème Eshet Raïl. Joy Galam, merci d'être avec nous, on est ravis de t'accueillir ici. Bonjour Cathy. Alors, un livre, franchement, de par sa facture, de par l'histoire, de par tout ce qu'on y apprend, parce que c'est vrai que c'est un roman, mais c'est basé sur nos textes, c'est basé sur des choses tout à fait concrètes, et ça parle de nous, ça parle de toutes les femmes. Alors, si je te pose la question pour commencer, qui est la Eshet Raïl, ça va être compliqué de répondre, je crois. Parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais justement, c'est tout le message en fait, du livre, c'est de comprendre qu'en fait, il y a autant de modèles de Eshet Raïl, c'est-à-dire femmes vaillantes, que de femmes sur Terre. Donc, ça, c'est vraiment le message du roi Salomon lorsqu'il a écrit ce poème, qui est en réalité, si tu veux, l'ADN génétique, identitaire de la femme juive. Et en fait, il décrit en filigrane bien toutes les caractéristiques qui sont présentes en nous, de manière certaines plus prononcée, d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, ce sont des caractéristiques que l'on a toutes et que, en fait, on va mettre à profit dans tous les domaines de la vie. Alors, ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on apprend plein de choses sur toutes les héroïnes juives. Alors, on parle, pour ceux qui ne connaissent pas, on dit parfois que la femme, elle est un peu au rencard, elle est un peu en seconde zone, elle n'est pas tellement active dans tout ça. On est très, très, très loin du compte, évidemment. Alors, ce qui est fabuleux, c'est quand on lit la traduction, on se dit, oulala, elle file la laine, elle marche dans la neige, elle arrête des bateaux, elle est belle et douce. Bon, bref, on se dit, on est très... Quel rapport avec nous, quoi. Exactement, on n'a absolument aucun rapport. Mais ce qui est aussi intéressant avec tout ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre, toutes ces femmes qui ont été soit au front, dans les unités combattantes, soit à la maison, en soutenant leur mari, en continuant, parfois en reprenant leurs affaires, parce que c'était des affaires familiales, il fallait commencer et continuer à vivre. On se rend compte qu'elles sont absolument exceptionnelles et que tous les portraits qui sont dans ce livre font écho à ces femmes qu'on a côtoyées. Tout à fait. En fait, on se rend compte que les femmes de la Bible ont joué un rôle très, très important, en fait, dans toutes les guerres de la Judée. Depuis, en fait, Joshua avec les premières guerres de conquête, d'accord, après la sortie d'Égypte, jusqu'à toute l'histoire du Tanakh, et puis après jusqu'à aujourd'hui, véritablement. Alors, comme tu as dit, en fait, soit vraiment sur le front, ou soit ce qu'on appelle en hébreu dans le Horef, c'est-à-dire à l'intérieur. Mais c'est intéressant de voir, en fait, qu'elles ont été actives et qu'elles ont en fait déterminées. Elles ont été déterminantes pour l'histoire de cette terre. Bon, on peut pas toutes les citer parce qu'elles sont quand même très nombreuses. Ouais. Hein. Il y en a combien exactement? Alors, le Eshet Raïl nous en décrit 20. Okay. Voilà, commençant bien sûr par les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa. Mais en fait, elles vont décrire beaucoup de femmes du Tanakh, de la Bible. Bon, alors apparemment, il y a à peu près une ligne, c'est ce qu'on apprend dans ton livre, une ligne par femme, quoi. Voilà. Chacun a son petit paragraphe, mais on va se concentrer par rapport à... On ne peut pas parler de tout le monde, on va commencer peut-être par Yaël. Alors, qui est Yaël ? Alors, Yaël, bon, c'est une de mes préférées. Bon, en même temps, elles sont presque toutes mes préférées. Mais alors, Yaël, en fait, elle a vécu à l'époque des juges, l'époque des Shoftim. Et en fait, elle a assassiné de ses propres mains l'ennemi numéro 1 du peuple juif. Alors, c'est qui cet ennemi ? C'est Sisera.
sais pas si tu as déjà entendu parler. Sisera, si tu veux, c'est l'ancêtre du terrorisme, parce que pendant 20 ans, il n'a eu de cesse que de persécuter le peuple juif, de faire véritablement des attentats, des assassinats, par surprise, de manière très, très cruelle, de manière très pernicieuse, et aussi, il s'en est beaucoup pris aux femmes. Beaucoup pris aux femmes, parce que c'était un violeur en série, Sisera. Et eh bien, d'abord, il y a une première femme qui s'appelle Déborah. Bon, elle n'est pas dans le Heshet Raël. Voilà, elle n'est pas dans le Heshet Raël, mais Déborah, elle joue un rôle, en fait, de leader politique et stratégique et militaire du peuple juif à cette époque-là. Donc, c'est intéressant de voir que, déjà, c'est une femme qui est, en fait, si tu veux, l'état-major et Premier ministre en même temps. C'est pas mal comme casquette. Mais c'est fou parce que c'est pas des choses qui sont diffusées, on va dire. Et donc, en fait, Déborah va d'abord lever une armée contre Sisera. Et Yaël était dans son armée. Alors, non. Elles ne se connaissent pas, mais elles vont être en fait, par la force des choses, elles vont être de connivence. Parce que Yaël va terminer le travail de Déborah. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Déborah va, pendant 20 ans, entraîner, donc, elle va lever, mobiliser toute une armée contre Sisera, principalement de la tribu de Naphtali dont elle vient, et la tribu de Zévouloun. Elle va faire ça avec son mari en partenariat qui s'appelle donc Barak. Ils vont faire ça à deux. Et en fait, ils vont aider à ce que toute l'armée de Sisera soit neutralisée. Et en fait, une fois que toute l'armée va être neutralisée, eh bien, il n'en va rester que un, et c'est ce fameux Sisera, général donc de tous les Cananéens qui étaient contre le Ham Israël. Et Sisera va se retrouver sans armée, et en fait, il va aller trouver refuge dans une tente, où il va être accueilli par une très gentille et jolie femme qui s'appelle Yaël. Yaël l'accueille de manière très avenante. Ouais. Elle joue, on va dire, de ses atouts. Voilà, elle va comme une femme intelligente, c'est le fait. Tout à fait, exactement. Elle va même être entreprenante. Et en fait, eh bien, elle va abreuver Sisera d'une grande quantité de lait. Parce que ce jour-là, il y a une grande canicule, voilà, c'est ça. Et donc, il a très, très soif et elle va lui donner une outre remplie de lait. Et à ce moment-là, il va s'endormir. Et lorsque il s'endort, eh bien, elle va profiter de l'occasion. Elle va sortir de sa tente. Et elle va aller chercher le piquet de la tente et elle va l'enfoncer comme un pieu dans la tempe de Sisera. Ce qui va mettre fin à 20 ans de terrorisme qui avait été dirigé par cet homme féroce et cruel. Et tout ça grâce aux mains d'une femme. Voilà, donc la Heshet Raël, c'est pas forcément une femme qu'on imagine toute bien vêtue, prête pour son Shabbat, voilà, avec les enfants bien rangés, personne ne bronche. C'est pas du tout ça. Alors, pas forcément. Voilà, il y en a plein. Beaucoup de casquettes. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même, nous dit le texte, comme je t'ai dit, Cathy, elle a été chercher le pieu de sa tempe. Elle aurait pu aller chercher une autre arme. Elle a voulu aller chercher quoi? Une arme qui est féminine, qui symbolise le foyer. Justement pour dire que c'est pas simplement un acte de vengeance tout simplement militaire. C'est pour protéger sa maison. C'est pour protéger les maisons du peuple juif. D'accord? Donc il y a quand même ce message qui est noté par nos sages et qui justement donne tout la beauté, la subtilité au geste de Yaël, qui reste malgré tout féminin. Voilà, une guerrière au féminin. Il y en a plein, d'ailleurs, on les salue, parce que certaines sont encore sur le front, certaines sont en action, elles ont sauvé des vies, elles ont fait énormément de choses. Donc, c'est vraiment aussi l'occasion de les saluer. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a Rachav, il y a la mère de Shimshon, qui a un nom très compliqué à prononcer. Sphalonite, c'est ça? Salphonite. Salphonite. Alors, on va le dire une fois pour toutes, et puis après, on va se contenter de la mère de Shimshon. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux-là? Écoute, alors, on a... donc, tu vas commencer par Rachav. Ouais. Oui, alors Rachav, c'est vraiment la résistance. C'est la résistante, un peu comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que donc, elle vit à l'époque des guerres de conquête, les toutes premières menées par Josué, pour la première entrée du peuple hébreu en Israël. Et il envoie 2 espions pour préparer en fait la guerre de conquête.
D'accord, de manière à repérer les endroits stratégiques, les forces de ce peuple, etc., pour préparer donc les guerres de la terre de la conquête de la terre de Canaan. Et en fait, donc ces deux espions qui s'appellent Caleb et Pinchas, eh bien, sont accueillis par une aubergiste. Cette aubergiste s'appelle Rachav. Alors, comme son nom l'indique, elle propose un large éventail de services. C'est pas seulement une aubergiste, c'est aussi une courtisane. Prostituée, on peut dire. Voilà. Voilà. Et elle va donc les accueillir dans son auberge. Et lorsqu'elle va les voir, eh bien, elle va en fait tout de suite réagir. Et elle va leur dire « Montez là-haut. Allez vous cacher sous les piles de lin qui se trouvent là-bas. » Elle va leur donner en fait des instructions pour qu'en fait, eh bien, ils se cachent. Cachés. Oui. Parce qu'elle savait qu'on allait les trouver, les chercher. Tout à fait. Et elle le fait, je précise, à ses risques et périls. D'accord, donc bien sûr, c'est pas sans nous rappeler les actes héroïques qu'ont fait les justes parmi les nations. Et donc, quand les milices cananéennes arrivent en disant « Nous savons, Rachav, que des 2 espions hébreux sont passés par chez toi », eh bien, elle va les méprendre. Elle va dire « Ah oui, ils sont partis par là-bas, à droite, à gauche, etc. » Ils vont la croire. Et ils vont la croire. Et en fait, grâce à ça, grâce à cet acte-là, eh bien, ils vont pouvoir être sauvés et puis réaliser leur mission de conquête. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'Échetraï? Alors, Rachav, écoute, elle est extraordinaire. D'abord parce que, comme je t'ai dit, elle est très belle en plus. Elle est très belle. C'est une des plus belles femmes de l'humanité, de l'histoire du monde. Et elle va... qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, comme je t'ai dit, elle les a cachés à ses risques et périls. Et puis, elle ne va pas s'arrêter là, Rachav, parce qu'elle va épouser en fait, Joshua, lorsqu'il va arriver en Israël. Donc, c'est un très, très beau message, parce que comme je t'ai dit à la base, c'était une femme de courtisane, une fille de joie. Eh bien, ça n'empêche que le judaïsme ouvre sa porte aux prosélytes, à celui qui est désireux de se convertir, peu importe son passé, et qu'aucune femme, aucune porte n'est fermée, puisqu'elle va se retrouver à devenir l'épouse du leader spirituel, c'est-à-dire, entre guillemets, du plus grand rabbin de cette époque-là. Alors c'est pas seulement ça, elle va également sauver toute sa famille. Elle va mettre en place avec eux un code, parce qu'elle va les sauver, mais leur dire, en vertu de ça, je vous demande, quand vous allez vraiment conquérir le pays, de nous épargner. Ouais. Alors, ils vont mettre en place un code, ils vont dire, regarde, accroche une corde écarlate à ta fenêtre qui donne sur la muraille de Jéricho, et lorsqu'ils rentrent donc en Égypte pour préparer l'entrée, ils vont dire à toutes les troupes, là où il y a une corde écarlate, surtout, vous ne touchez pas. Ouais. D'accord ? Donc, on touche cette problématique d'épargner ceux qui sont innocents, ceux qui sont avec les civils, ceux qui sont avec nous, qui est encore une fois une problématique qui nous touche. Très actuelle. Tout à fait. Très actuelle, vraiment. D'accord ? Ça veut dire que vraiment, c'est pas que Dieu préserve, c'est pas du tout tuer pour tuer. Il s'agit effectivement d'une guerre de conquête, mais là où il n'y a aucun danger, eh bien, on épargne tous les civils, et on le voit déjà dès l'époque du Tanakh. Dans notre histoire, tout à fait. Alors, ce qui est génial dans ce livre, on l'a dit au début, c'est un roman, donc ça c'est assez saisissant comme type de récit, parce qu'en fait, avec tous les cours que tu donnes, tu aurais pu choisir de prendre tout simplement le texte et de citer les unes après les autres chaque femme et de donner leurs particularités, mais c'est pas du tout le mode narratif que tu as choisi. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, j'ai choisi un voyage dans le temps à la rencontre des femmes de la Bible. Donc, c'est un roman avec un peu de science-fiction parce que, on peut traverser les époques à l'aide d'un parchemin. Et puis, en fait, au fur et à mesure, les 3 héroïnes, qui sont en fait 3 générations de femmes, une fille avec sa grand-mère et puis une enseignante, vont décrypter le parchemin. Et en même temps qu'elles décryptent le parchemin, elles vont aussi décrypter l'histoire familiale, et ça va remonter jusqu'à l'Inquisition, ça va remonter très haut. On voyage. Voilà, et puis aussi jusqu'à même la reine d'Esther en Perse. Ça va très très loin. Ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, c'est que il y a des encarts, il y a des petits, on va dire comme des espèces de parenthèses, mais qui font un peu effet de coaching. Qu'est-ce qu'il faut garder de chaque femme, de chaque personnage?
message, quelle est sa particularité, en quoi ça nous touche aujourd'hui au XXIe siècle. Et ça, c'est vraiment très bien fait. D'accord, bravo pour ça. On va finir parce qu'il y en a plein. Et la mère de Shimshon. Qui a donné naissance à celui qui va vraiment délivrer le peuple juif des ennemis. Alors, à cette époque-là, c'est plus les Cananéens, c'est les Philistins, c'est les habitants de Gaza. Et en fait, Shimshon va donner sa vie littéralement pour... on connaît l'histoire de Samson et Dalila. Voilà, il va se retrouver avec une femme qui, pour le coup, elle, aura choisi son camp, malheureusement, puisqu'elle va trahir Samson, elle va délivrer le secret de sa force, qui était en fait une force surnaturelle. Elle va délivrer le secret aux Philistins, et en fait, ils vont profiter de ça pour l'affaiblir, et c'est comme ça qu'il va être touché. Mais, tu connais l'histoire, il va être accroché... Ils vont malheureusement lui crever les yeux, voilà, c'est ça. Et puis il va dire, Zochenina, aide-moi une dernière fois, redonne-moi ma force que j'avais avant. Et effectivement, il va recevoir de la force pendant quelques fractions de secondes, ce qui va lui donner la possibilité de faire tomber tout le bâtiment sur l'ensemble des ennemis de l'époque. Donc il va vraiment donner clairement sa vie pour la survie du Ham Israël. Donc on finit, Joy, avec Esther. Et c'est vrai que c'est une héroïne malgré elle. Voilà, oui. Parce qu'elle n'a rien demandé. C'est ça. Il y en a beaucoup comme ça. Première dame de Perse, en fait. Et écoute, elle va en fait commanditer la résistance contre les ennemis du peuple juif. Souviens-toi que quand elle décrète du génocide, elle ne parvient pas à l'annuler. Pour des raisons tout simplement juridiques, elle ne peut pas annuler ce décret, mais qu'à cela ne tienne, elle va en fait préparer en fait la résistance du peuple juif vis-à-vis des ennemis antisémites de l'époque, et en fait, eh bien, ils vont vraiment mener une guerre de résistance, anéantir beaucoup d'ennemis, et puis certains vont finalement terminer même par devenir philosémites. Donc c'est vraiment très très intéressant la manière dont elle a commandité tout ça en fait de l'intérieur. Voilà, et c'est ça qui est beau, parce que c'est vrai, il y a celles qui sont agissantes concrètement comme elle, et puis il y a celles qui sont, on va dire, plus dans la stratégie, un peu comme Esther, parce que franchement, elle a dû bien réfléchir pour pouvoir arriver à ses fins. Et puis il y a celles aussi plus discrètes. Voilà, qui ne sont pas sur le devant de la scène. Exactement. Et en fait, on parle des femmes qui, comme tu dis, ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui ont un rôle pas moins important à l'époque de la sortie d'Égypte. Il s'agit de toutes ces femmes d'abord qui ont donné naissance à une époque où c'était très très compliqué parce que les enfants étaient condamnés dès le départ à être tués dans le Nil. Et bien, qu'à cela ne tienne, elles ont quand même donné naissance et elles ont été aidées par des sages-femmes qui sont Yocheved et sa fille Myriam qui allaient de maison en maison pour organiser toutes ces naissances. Donc il y a plein de moyens de faire de la résistance en fait. Complètement. Voilà. Mais en faisant des enfants aussi. Écoute, tu sais que c'est intéressant que le mois où il y a eu le plus de naissances à l'hôpital Shaare Zedek de toute l'histoire, c'était le mois d'octobre 2023. Incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que c'était pas prévu, mais c'était quand même. Eh bien, ça a été le mois avec le plus de naissances depuis l'histoire de la création de cet hôpital. Donc, c'est la résistance par la natalité. Elles ont fait aussi la résistance par la bonté parce qu'elles ont aidé véritablement les femmes. On dit qu'elles ont échangé les produits pour bébés déjà à l'époque. Ça veut dire qu'elles avaient organisé une sorte de gomar, tu sais, une association où chacune, elle met en commun et on peut emprunter un linge, emprunter ceci, cela. Elles avaient déjà créé, en fait, par la solidarité féminine, tout ce réseau-là. Donc, voilà. Donc, si on a envie d'en savoir plus sur les femmes, non, franchement, c'est un livre vraiment, alors oui, c'est un roman, il y a le côté ludique, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend sur notre histoire, sur ces femmes qui sont des héroïnes. Il y en a beaucoup des héroïnes aujourd'hui. C'est aussi une émission pour elles, pour toutes ces femmes qui ont lutté, qui ont redonné du courage à leurs époux, courage à leurs fils, et qui sont effectivement, comme tu dis, pas sur le devant de la scène. On a appelé le troisième front. Le troisième front, voilà. Et qui en fait, qui encourage tout le front et qui en fait tire les ficelles, mais qui en coulisses. Les enfants, qui mettent du baume au cœur, qui sont là pour les petits bobos parce qu'il y a la vie qui continue. Donc pour toutes celles qui ont encore leur mari au combat, on pense à vous, vraiment. Merci en tout cas, Joy, d'avoir été avec nous, d'avoir écrit ce très beau livre. Merci, Cathy. Et à très bientôt. À bientôt.